Tendance première, Véronique Tiberghien. La violence éducative ordinaire, c'est notre sujet dossier du jour avec aujourd'hui Cindy Applause. Bonjour. Bonjour. Vous êtes est-ce qu'on peut déjà dire la représentante de Stop Violence éducative ordinaire en Belgique? Oui, on peut le dire hein. officiellement parce que depuis le 23 février dernier, je fais officiellement partie du comité d'administration de l'association française. Voilà, petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Il y a quelques mois de cela, vous étiez venu pour nous parler des violences éducatives ordinaires avec la présidente de l'association française Stop Violence Éducation Ordinaire. Et on avait parlé de la possibilité, évidemment, d'avoir une antenne en Belgique de cette association. C'est donc fait, ça fait partie des nouvelles et des choses qui ont changé. Mais il y a plein de choses finalement qui ont pas mal bougé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Cindy. Oui, tout à fait. Ça a beaucoup changé, notamment en France. Et comme Belgique et France sommes voisins, eh bien évidemment ça entraîne positivement aussi en Belgique. Et notamment la grande nouvelle, c'était vendredi dernier justement avec la ministre de la Santé française, Agnès Buzyn ou Buzyn, je ne sais pas comment on prononce exactement, qui s'est déclarée officiellement favorable à la proposition de loi interdisant les violences éducatives ordinaires proposée par la députée Maude Petit et un autre député masculin aussi également, Monsieur Lambert. Donc cela a créé une émulation médiatique monstre en France et voilà, ça répercute positivement en Belgique. Donc j'espère qu'on suivra le train de la France. Très certainement, puisqu'en Belgique aujourd'hui, c'était pas forcément le cas avant. Des associations parlent beaucoup plus facilement des VEO, y compris UNICEF Belgique, qui s'associe avec IDE, c'est ça, DEI, Belgique, pour lancer prochainement une campagne d'information et de sensibilisation. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, évidemment, moi, j'étais beaucoup sur ce qui se faisait en France. C'est vraiment tout récemment que je me suis informée de qu'est-ce que nous avons dans notre code civil de belge. Alors, il faut rappeler évidemment que moi, je suis simple citoyenne, je n'ai pas de diplôme. Citoyenne engagée, on va dire. Mais citoyenne engagée, voilà, ça a sa valeur, évidemment. Et donc, voilà, je découvre seulement notre particularité belge, la lasagne institutionnelle belge aussi, évidemment. Mais ce que j'ai découvert de positif, c'est que justement le DEI, donc droit international pour les enfants en Belgique, a déjà préparé une proposition de loi qui vraiment précise clairement l'interdiction de tout châtiment corporel, de toute humiliation, de toute maltraitance psychologique qui n'était pas précisée, qui n'est pas claire encore dans notre loi, parce qu'il y a encore un vieux droit de correction qui traîne et qui fait jurisprudence. Et c'est vrai qu'en matière de droits de l'enfant, il y a des choses qui bougent aussi chez nous, des associations qui ont décidé de faire changer les choses et publient des critiques de ce qui existe aujourd'hui. Critiques dans le sens, c'est pas assez complet, il faudrait modifier ça, être plus précis sur certaines choses. Et donc ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi. Thomas Dansembourg, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de vous avoir dans l'émission. Vous êtes écrivain, je le rappelle, à succès, formateur à la communication non violente. Vous avez publié il y a une petite année de cela, entre autres, La paix, ça s'apprend. C'est paru chez Actes Sud. La communication non violente, la paix, c'est évidemment des notions qui vont beaucoup nous parler dans le cadre des violences éducatives ordinaires. Et je propose qu'on commence avec ce premier message que je lisais il y a un instant de cette personne qui dit « Oui, mais... » quand on a un enfant qui est en colère tout le temps, qui est un enfant roi, et qui crie, et ce genre de choses, on est souvent effectivement très démunis en tant que parents, et on a l'impression qu'on va jamais pouvoir s'en sortir. Oui, certainement, on peut se sentir impuissant et démuni, et c'est intéressant, même si c'est pas forcément confortable, de se demander mais qu'est-ce qui a créé ce climat-là? Qu'est-ce qui fait que l'enfant n'a pas de respect des limites, n'a pas de respect des valeurs? Est-ce que, et c'est pas forcément confortable de le voir, j'ai été suffisamment clair dans les limites et dans les valeurs auxquelles je tiens? Est-ce que moi-même je suis cohérent? Est-ce que je suis aligné sur mes valeurs? Est-ce que je me respecte? Parce que l'écoute, ça ne se décrète pas, ça se témoigne. Est-ce que je suis dans le respect, dans l'empathie, dans l'écoute? Est-ce que j'ai créé ce climat dans lequel il y a un nous chaleureux, attentif, mutuellement respectueux et affectif? Les rythmes de vie que nous avons aujourd'hui, c'est parfois difficile de le créer, mais pour moi, ça démarre là. Quand on accueille un enfant dans sa famille, l'idée c'est de créer un climat de partage, d'écoute, d'empathie qui fait que l'enfant grandit dans une estime de soi qui va amener l'estime de l'autre, dans un respect des limites qui va le
permettre de se contenir. Ça se crée, ça s'apprend. Et jusqu'ici, malheureusement, ces apprentissages ne sont pas encore dans les manuels scolaires. C'est plus qu'urgent que chacun de nous apprenne à se pacifier pour devenir pacifiant. Pacifiant et ainsi montrer une autre voie à l'enfant qui a besoin aussi parfois qu'on lui montre simplement le chemin à suivre dans l'expression de ses émotions, de ses sentiments. Certainement une conduite pour montrer qu'on a le droit d'être en colère, ça fait partie de notre humanité. On peut apprendre à travailler sa colère pour la bien comprendre et l'exprimer d'une façon qui soit audible par l'autre. Oui. Quand on passe aux coups ou aux humiliations, c'est que souvent on est submergé par une colère qu'on n'arrive pas à gérer et à exprimer par des mots. Il y a une sorte de passage à l'acte automatisé qui est pratiquement animal. C'est notre cerveau reptilien qui prend le dessus. Il n'y a plus de discernement. Je nous invite à avoir la dignité de l'humain qui est conscient et qui prend donc conscience que la colère monte en lui, que les gouttes s'accumulent dans son vase et que le vase pourrait déborder, mais c'est moi qui suis responsable de mon vase, c'est pas l'autre qui fait déborder mon vase. J'ai besoin de développer ce que j'appelle dans mon travail une intériorité citoyenne. On a aussi ce message qui est, à mon avis, le reflet de beaucoup de messages aujourd'hui. Je remercie mes parents de l'éducation que j'ai reçue et de la fessée qui venait sanctionner mes bêtises, car dans presque 100% des cas, c'était mérité. Il y a beaucoup, on vient tous d'une génération où effectivement, que ce soit la fessée dont on parle aujourd'hui, la gifle parfois, même si elle était intempestive, pas les injures, mais peut-être une forme d'humiliation dans les propos, une forme de violence comme ça verbale. C'était pas monnaie courante, on est d'accord, mais on se posait pas tant la question de savoir si on allait faire de nos enfants à cette époque-là des malheureux en puissance. Et du coup, on a développé dans la population aujourd'hui, dans nos générations aussi, cette idée que peut-être que finalement c'est pas si mal que ça. Moi, j'en suis pas morte. Pourquoi est-ce que mon enfant en souffrirait ? C'est malheureusement une des raisons qui colporte cette violence au quotidien. Puisque je l'ai subie, pourquoi ne pas le faire subir aux autres ? Il y a une vraie méconnaissance profonde de l'impact que ça a, parce que si on a pu toutefois s'adapter au fait d'avoir été violenté de cette façon-là, je peux, comme thérapeute, témoigner qu'il y a des personnes qui restent profondément meurtries d'une gifle qui les a blessés dans leur cœur, pas tant dans leur joue, d'un sourire moqueur, d'une œillade un peu assassine d'un professeur qui se détourne avec un geste de rejet. C'est du non-verbal, mais ça a envoyé comme une lame de rasoir qui mettra des années à se guérir. Et donc c'est vraiment urgent par hygiène relationnelle que d'être conscient de la portée de ces actes. Et nous pouvons apprendre à donner des limites extrêmement claires, parce que ça c'est important pour se créer un climat d'éducation. On peut donner des limites autrement qu'en montant la voix et en s'énervant. Il y a des apprentissages à faire. La plupart des gens, dès qu'on leur parle de non-violence, disent « Mais donc vous voulez laisser tout faire et avoir des enfants rois ?» Comme si, entre la violence et la complète anarchie, il n'y avait pas une gamme extraordinaire de possibles. Ça montre l'ignorance des gens sur leur capacité relationnelle. Mes filles, et j'ai 3 filles, ont appris en rencontrant les autres que la punition existait. Et elles n'ont jamais été punies. Quand elles font des choses qui ne correspondent pas aux valeurs, on se parle, on s'écoute, on rappelle la valeur, on vérifie si on y adhère, on crée du nous, on crée un climat de solidarité aimante autour du projet d'être ensemble. Mais malheureusement, la violence est au fond une tragique acceptation de son impuissance. Ça va quand on a 7 ans. Quand on a un enfant de 2 ans et demi, dialoguer, ça devient difficile pour beaucoup de parents. Je vous propose de voir qu'il n'y a pas de limite. On peut commencer avec l'enfant dans le sein maternel, créer un climat d'échange et de partage. J'ai absolument cette conviction et je rencontre beaucoup de gens qui le vivent comme ça. Oui. On crée le dialogue tout de suite. Et les enfants sont infiniment plus capables de comprendre les mots, même s'ils n'ont pas encore le langage, que ce que nous croyons. Ils entendent nos intentions. Les neurosciences le prouvent aujourd'hui. Et il y a encore une croyance qui amène à la violence. C'est encore quelque chose qui est en nous depuis quelques siècles, je dirais, c'est que l'enfant serait mauvais et qu'il faut l'amener à être bon. Cette croyance-là nous pourrit la vie véritablement parce que, et elle est en complète contradiction avec ce que les neurosciences nous prouvent aujourd'hui, nous sommes par nature des êtres bons, généreux et empathiques. Créons des climats d'empathie pour valoriser ce capital-là. Et j'en sais quelque chose pour m'être occupé de gamins de la rue qui peuvent solidement manquer d'empathie dans la rue par rapport aux gens qu'ils agressent. Mais la plupart du temps, c'est qu'ils ont manqué d'empathie. Et on sait qu'aujourd'hui, par manque d'empathie, non seulement c'est difficile de grandir, mais certaines connexions neuronales ne se font pas. Et donc l'empathie, c'est pas juste un truc sympa à avoir dans l'enfance, c'est une condition à la connexion de certains neurones. Heureusement, notre cerveau a une grande plasticité. Si ces connexions n'ont pas pu se faire parce qu'on a manqué d'empathie, de bienveillance dans l'enfance, en tant que jeune ou adulte, on peut les refaire. C'est pas perdu. C'est pas perdu. On peut remuscler ça. Mais on devrait vraiment éduquer à l'empathie. C'est la base du vivre ensemble. Je voudrais, et on va y revenir à Cindy, juste rappeler également, parce qu'on vient de me le signaler, la sortie du livre de
de Vincent Bingos, Prévenir la maltraitance. Un livre qui est disponible gratuitement en téléchargement via le site yapaka.be dans la section livres et sous l'onglet livres, bien sûr. Donc c'est Vincent Bingos qui a écrit cet ouvrage et qui revient sur la maltraitance, y compris les violences éducatives ordinaires. Et on va reparler de tout ça. Tendance première. Vous êtes nombreux à réagir et vous êtes nombreux à nous envoyer de très longs messages avec des témoignages qui sont souvent poignants, des choses que vous avez vécues, des blessures que vous portez encore en vous depuis votre enfance, des blessures que vous avez essayé d'éviter de reproduire avec vos enfants et surtout des paroles que vous n'avez pas pu libérer avant d'être adulte et qu'encore aujourd'hui vous avez du mal à libérer. Alors on va essayer de faire un condensé, je vais reprendre certains éléments. Je vous remercie et j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez écrit ou ce que vous nous avez envoyé. Je ne vais pas pouvoir tout lire et j'en suis vraiment désolée, mais je vais essayer de respecter au moins l'esprit et la lettre de ce que vous avez pu partager avec nous. Je voudrais juste, avant de reprendre certains de vos messages, donner la parole à Cindy. Alors vous avez un truc infaillible et hyper pratique à mettre dans les magasins. On parlait des enfants rois qui hurlent, etc. Évidemment, on a tous pensé l'enfant roi qui hurle dans le magasin puisqu'il n'a pas ce paquet. Et vous avez des choses à disposition. Voilà. En fait, voilà, avec Stop VO, nous sommes une association militante. Donc, notre but ultime, c'est d'amener une conscientisation sociétale du regard de l'adulte sur l'enfant. Ça, c'est le but vraiment ultime. Ça passe évidemment par une loi qui interdit clairement les châtiments corporels. On ne veut prôner aucune éducation positive, bienveillante, ce qu'on entend et tout ça. Mais on s'est rendu compte que les parents avaient quand même besoin de quelque chose de pratico-pratique à quoi se rattacher. Parce que les grandes idées floues, eh bien, on y adhère, mais alors on retourne quand même vers la violence parce que c'est une vieille habitude qu'on a depuis des temps immémoriaux. Et donc, voilà, on a sorti sur le site de l'association stopvo.org, donc c'est stopvo tout attaché ensemble en minuscule.org. Vous pouvez télécharger en fait ce guide de survie. Je profite qu'on est sur Ovio. Pour le montrer. Voilà, pour le montrer. Voilà, trucs et astuces, guide de survie au supermarché avec des enfants, qui vous donne déjà des pistes, des trucs et astuces, et qui parle évidemment des neurosciences, qui nous ont vraiment ouvert un champ de compréhension de qu'est-ce que c'est que l'enfant. C'est-à-dire que le petit enfant, si on n'arrive pas justement à lui expliquer, parce que les mots passent au-dessus, malgré c'est vrai qu'il y a un fond évidemment de non-verbal qui va passer si on est en empathie, en chaleur avec lui, c'est simplement parce que son cerveau est immature complètement. Il ne sait pas gérer ses émotions. C'est impossible en dessous de 5-6 ans. Ça va même jusqu'à 6 ans, en fait. Ça veut dire que quand les enfants vont au supermarché, si on leur demande juste de rester assis dans le caddie et de regarder les étals qui défilent, lui, il voit de la couleur, il voit plein de formes. En plus, il y a les paquets de céréales avec des petits. Il a envie de prendre, mais hop, maman, elle passe. Et puis elle dit, non, on prend pas ça. Alors qu'elle met des choses dedans et on comprend pas. Et voilà. Et hop, le cerveau sature. Qu'est-ce qui se passe quand le cerveau sature ? Il va rechercher quelque chose qu'il connaît et qui va lui donner de la réassurance. Donc, ça peut se fixer sur un bonbon ou sur un jouet. Parce que ça, je connais. Donc, l'enfant va dire, je veux le bonbon. Et quand il va évidemment vouloir le prendre, la maman va dire, moi, non, ici, pas enfant roi, pas de bonbons, on avait dit pas de bonbons. L'enfant déclenche la crise. Et en fait, ce n'est pas parce qu'il veut faire changer l'adulte, c'est juste parce que au moment où son cerveau dit, je prends le paquet de bonbons, il sécrète des opioïdes dans le cerveau. Oui, c'est de la même mot que opium en fait. Hein. C'est terrible. Oui, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Quoi. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Des opioïdes, alors le cerveau se sent baigné d'eux. Et puis, quand il voit qu'il va pas avoir ce qui va le rassurer, le cerveau chute d'opioïdes, bouffe, déclenche de la souffrance. Ouais. C'est une souffrance. On ne mesure pas ça en tant qu'adulte, mais en fait, l'enfant souffre. Et c'est ça. Il va se rouler par terre, les bras, les jambes dans tous les sens. Et nous, on pense qu'il faut sévir parce qu'il n'a pas compris les limites. En fait, il n'est pas du tout en train de tester une limite. C'est juste son cerveau qui pète un plomb, en fait. Tout comme l'adulte pète un plomb quand il en vient à fesser ou quoi que ce soit, en fait. Hein. C'est pas tout à fait au même niveau, mais c'est un peu ça. Et donc, voilà, on a le guide de survie au supermarché. Et j'ai fait le test dans le supermarché près de chez moi. J'en ai mis à disposition en disant, servez-vous. Tous les exemplaires sont partis. Donc, j'y vois un signal positif que beaucoup de parents ne s'accrochent pas en disant, oui, c'est sûr, la fessée, c'est un bon moyen éducatif. Ils veulent en sortir, mais ils ne savent pas comment. Et donc, voilà, ici, on a déjà une première réponse. Ça ne répond pas à tout, évidemment. Parce que dans les cas les plus particuliers, comme chaque enfant est différent, chaque situation familiale est différente, il faut un moment, si on se sent trop, on ne sait pas comment se dépatouiller, il faut oser aller consulter quelqu'un d'extérieur. Mais c'est déjà une première bonne approche pour
savoir un peu plus comment faire. Vous parlez de cet état d'esprit et vous parliez aussi du fait de s'aligner, Thomas Dansembourg. Et dans les messages qu'on a reçus, il ressemble beaucoup à celui de Véronique qui parle que elle a eu une période de burn-out accompagnée d'un épisode dépressif intense. Et ce sont mes gestes de violence qui m'ont alertée et poussée à consulter à ce moment-là. Donc elle avait des gestes malheureux avec ses enfants à ce moment-là. Et ce sont ces gestes-là qui lui ont fait dire il y a un truc qui va pas chez moi, et qu'on a pu détecter une dépression et qu'elle a pu reprendre les choses en main et se soigner, être suivie. Mais elle parle aussi beaucoup que quoi qu'il arrive, ce sentiment de culpabilité, ça nous écrase, quoi. Ah, bien sûr, le parent qui frappe son enfant ne se sent pas bien. Et c'est pas que lui qui se sent pas bien, c'est que l'enfant est pris dans un étau. À la fois, il est en colère et triste d'avoir reçu un coup dont souvent il ne comprend pas bien pourquoi il est si soudain. Mais en plus, il perçoit le mal-être du parent. Il est pris dans un étau affectif terrible, presque ingérable, comme l'évoquait Cindy, surtout s'il est enfant et qu'il n'a pas encore du mal à discerner l'ensemble de ses émotions pour bien les comprendre. Et donc, je nous encourage vraiment à développer une capacité de recul pour discerner la colère qui monte, la fatigue qui monte, parce que beaucoup de violences viennent quand nous sommes stressés. Et alors, comme adultes, nous faisons payer à nos enfants qui sont impuissants notre non-gestion de nos stress. C'est vraiment de l'inhumanité complète. Nous avons vraiment besoin de nous responsabiliser, parce que bien sûr, nos journées sont stressantes. Les transports en commun sont en retard, et il y a des ennuis financiers, il y a des difficultés à traverser. Nous avons vraiment besoin de développer une hygiène de conscience pour pouvoir avoir un espace pour traiter tout ça, en sorte de rester malgré cela et à travers ça. On n'est pas dans un monde de bisounours, mais de rester dans un état de paix qui permet des relations de courtoisie, de respect, de tendresse. Et ça ne tombe pas du ciel, vous voyez, rien de bisounours. Vraiment, mon propos, et vous le connaissez, c'est que la paix, ça s'apprend comme la guerre. On sait faire la guerre parce qu'on s'y discipline, mais s'il vous plaît, apprenons à nous discipliner à faire la paix. Et à sortir de ce stress qui nous envahit, mais dont on se sert souvent comme excuse pour expliquer tout le reste, finalement. Comme si ça nous disculpait, effectivement. Oui. On va revenir, je voudrais juste reprendre encore la fin du témoignage de Véronique, parce que je trouve adorable. Elle dit, aujourd'hui, mes enfants sont ados. Et je me surprends à exercer encore une autre forme de violence, c'est l'ironie. Mais ils sont capables de me faire remarquer, et ils ont aussi appris à manier cette arme redoutable, malheureusement. Globalement, je pense être beaucoup moins violente que mes parents ne l'ont été avec nous. Violence relative, nous n'étions pas maltraités au sens légal du terme, nous dit-elle, mais quand même de trop. J'essaye d'en parler avec eux de temps en temps, de méta-communiquer sur la violence ordinaire, entre nous et à l'école, mais j'ai une conscience aiguë des situations où je leur donne des contre-exemples, et la culpabilité reste une source de colère contre moi-même qui se manifeste parfois à leur égard. Bref, j'ai progressé et j'espère qu'à leur tour, ils seront moins violents que leurs parents. Le poids de l'histoire familiale, dans le meilleur des cas, met plusieurs générations à s'atténuer. Merci pour cette conscience et ce travail de discernement. On n'arrête pas d'un coup une vieille pratique qui a des millénaires derrière nous. On est en train d'arrêter tout un train, et donc il y a des wagons qui poussent derrière. En travaillant sur sa propre violence, mais on est hyper fort. Travaille sur un vieux logiciel. Vous voyez. On est hyper fort aujourd'hui, Thomas Dansembourg. Mais oui. Oui, et beaucoup de parents aussi qui réagissent, père et mère d'ailleurs, en disant n'oubliez pas les limites. Inculquer des limites à un enfant, ça reste aussi une manière d'éducation qui permet parfois d'éviter des formes de violence. Certainement, la structure est nécessaire pour grandir, et on peut le faire autrement que par la violence. On y revient. Tendance première. Véronique Tiberghien. Message reçu également d'une auditrice qui nous parle de son père qui était un pervers narcissique, nous dit-elle. Elle essaye de se reconstruire aujourd'hui. Elle dit qu'elle a été conditionnée à culpabiliser, à être seule, à ne devoir jamais parler de ça à personne, sous peine de perdre l'amour des autres. Je suis aujourd'hui un enfant de 30 ans qui doit apprendre la vie sans angoisse, une vie qui ne soit pas morbide, une vie que j'aurai le droit d'être, ou j'aurai le droit, d'être moi-même. Avec tout un cheminement qui reste à faire et que cette auditrice nous décrit. Quand on parlait de traces laissées, et ici il s'agit beaucoup de traces psychologiques, justement, des verbes, des paroles que l'on a. Mais quelque part, vous m'avez fait penser en disant, il y a aussi la communication non verbale. C'est vrai que parfois, il vous arrive de regarder votre enfant dans un moment de colère ou quoi, vous ne le frappez pas, vous ne lui dites rien, mais vous faites un regard genre...
Exact. Un truc où dans les yeux passe ce côté « Oh, tu m'énerves, t'es bon à rien, tu fais rien de bien » ou des choses comme ça. Exactement, et ça peut être plus cinglant encore qu'une baffe ou qu'un coup, parce qu'au moins le baffe ou le coup, on l'a vu venir et on sait bien, on sait où porter sa colère. Mais quand c'est un climat qui se dégage, et c'est encore plus fort quand c'est un non-verbal d'absence. Je rentre de l'école tout chargé de soucis, d'inquiétudes, et il n'y a personne à la maison. Je reviens d'un voyage de classe et personne ne vient me chercher à là où j'arrive avec le bus. Et il y a des climats d'absence comme ça, qui donnent une impression de non-importance, qui fait que l'enfant se sent chosifié, et quand il se sent chosifié longtemps, il finit par chosifier les autres. Donc c'est extrêmement important de garder à l'esprit que la violence, c'est vraiment pas que les coups et blessures, c'est toute une attitude dans laquelle nous sommes souvent pétris sans le voir, et qui passe souvent par les mots, mais notamment par les attitudes non verbales et les absences. Nous avons besoin d'être encore plus vigilants pour créer du nous, par la présence. Et quand vous parlez de communication non violente et que vous parlez de la paix et d'apprendre la paix, c'est aussi dans son attitude, sa stature, son regard, des gestes, des choses qui ne passent pas par la parole. Exactement, c'est une vigilance à avoir une attitude cohérente. Si j'aime mon enfant, je lui parle sur un ton qui traduit l'amour. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas parfois en colère, et je peux lui dire « et je t'aime profondément, tu es mon enfant chéri, et je ne suis pas d'accord du tout avec ce que tu viens de dire, ce que tu viens de faire, et je veux te dire pourquoi ». Et j'indique par mon ton que je suis en colère, mais je ne mets pas en doute l'amour. Et ainsi, je fais quelque chose qui est parfois un sujet de confusion. Je sanctionne un comportement, mais sans pour autant punir. Je sanctionne en indiquant la limite a été tranchée et je veux que tu l'entendes. Je sanctionne. J'indique qu'on n'a pas fait de limite, qu'on a transgressé une valeur. Cependant, je ne punis pas. Comment obtenir du bien en faisant du mal? C'est vraiment un vieux logiciel tragique d'une époque, je dirais, de Cro-Magnon. On donne des coups de gourdin pour essayer d'obtenir ce qu'on veut avoir. C'est absurde. Et on ne se doute pas des conséquences que ça fait, traumatisantes. Rien n'est plus contraire à l'apprentissage que la peur. Or, on est encore dans des mécanismes de peur. C'est donc intéressant de vérifier pourquoi est-ce que je souhaite que mon enfant agisse. Est-ce que je souhaite qu'il agisse par responsabilité, par engagement, par conscience de pourquoi il fait les choses, ou est-ce que je souhaite qu'il agisse par honte ou par peur? Mais parce que c'est institutionnalisé, comme nous le rappelle un de nos auditeurs qui parle de la sanction à l'école, les points, les bulletins, les devoirs non faits, les punitions qu'on donne à l'école, et puis qui se poursuivent parfois dans certains milieux professionnels où vous êtes évalué. Absolument. En fonction de votre évaluation, vous êtes récompensé ou pas, et dans le ou pas, il y a la sanction, il y a donc c'est dans nos gènes quelque part. Vous évoquez tout un système qui est en bout de course. Ce système est vraiment préhistorique et il est heureusement en train d'être changé, notamment dans l'entreprise où on change le système d'évaluation par du partenariat, par de l'écoute mutuelle, par de la motivation. On change ce vieux système d'appréciation en bien ou en mal qui est très terrorisant, et il est plus que temps que les systèmes éducatifs se mettent dans la lignée. Heureusement, il y a des projets, ils restent assez éparpillés, mais il y a de beaux projets qui montrent qu'on peut éduquer tout autrement. Cindy, je rappelle, vous êtes représentante de l'association française Stop Violence Éducative Ordinaire. D'ailleurs, je renvoie les auditeurs sur le site et sur les pages Facebook que vous avez initiées pour la Belgique aussi. On voit qu'il y a quand même encore pas mal de boulot à faire. Et j'imagine que... Quelles sont les grosses réticences que vous avez quand vous essayez de parler de ça aujourd'hui? Alors, oui, il y a surtout cette question des limites qui tracasse beaucoup de personnes. Thomas l'a dit, c'est comme s'il n'y avait pas de milieu, il n'y avait pas de troisième voie entre être violent. Donc là, la violence, on englobe vraiment tout ce qu'on vient de dire, donc de l'absence jusqu'au coup. Et tout d'un coup, être dans le laxisme et laisser l'enfant tout faire. Alors que si il y a une troisième voie, seulement, ça n'est pas encore assez communiqué. Et un des moyens que notre association trouve justifié d'utiliser pour que ces moyens-là, les neurosciences et tout ça, toutes les petites techniques, les trucs et astuces qui existent pour amener l'enfant, non pas à obéir, à coopérer. Et ça, c'est très important comme nuance, parce que beaucoup de personnes se lancent dans la parentalité positive en achetant plein de bouquins, et ils pensent qu'ils vont pouvoir suivre une recette, et que ça va fonctionner, et que l'enfant, il va bien obéir et faire tout ce que je lui demande à la lettre comme ça. Sauf qu'en fait, tant qu'on reste dans cette exigence de l'obéissance, on n'a pas vraiment de résultat, et on se démotive, et on finit par se dire tout ça, c'est n'importe quoi. Et un des bons moyens, justement, c'est une loi. Parce que la loi n'est pas assez claire. Et beaucoup de gens disent « Oui, mais non, il n'y a quand même pas besoin d'une loi. » Eh bien si, parce que si la loi passe, alors ça dégage des budgets aussi. Et alors, Madame Maude Dominici de l'UNICEF Belgique me le disait. Elle dit « Si cette loi claire anti-VEO
pour faire un raccourci en parole, pouvait passer, eh bien nous aurions, nous les ONG, le droit d'exiger de l'État des statistiques plus claires. Ici, les statistiques sont... Bon, non seulement, évidemment, il y a différents niveaux de pouvoir chez nous, donc c'est pas facile de rassembler tout, mais ils n'ont même pas de statistiques claires sur ce qui se passe dans la sphère familiale. Là aussi, la sphère familiale, c'est un motif des détracteurs de la cause. En disant, oui, mais ne venez pas vous tracasser de ce qui se passe dans notre sphère familiale. Alors, on rappelle qu'il y a quelques années d'ici, les hommes qui battaient leurs femmes disaient aussi, mais qu'est-ce que vous venez vouloir mettre le législatif dans ma sphère familiale, c'est ma femme, j'en fais ce que je veux. Comme si la femme était un objet. Et ici, on entend la même chose. Absolument. On entend aussi, Et alors, il y a aussi mais oui, mais il faut distinguer quand même une grosse fessée violente de juste une petite tape. Et là aussi, je renvoie les gens au questionnement. Est-ce qu'entre adultes, on gradue la violence ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de porter plainte parce que c'était juste une petite remarque acerbe ou quoi ? Enfin, non, on a le droit de faire valoir des humiliations dans le milieu du travail. C'est reconnu, c'est de la violence entre adultes, ce n'est pas permis. Pourquoi ce serait permis vis-à-vis des enfants ? Je voudrais terminer avec ce message qui nous est arrivé de Lise, mais qui reprend d'autres messages. Donnez-nous des alternatives, s'il vous plaît, des trucs, des astuces, comment faire. Au moment où on est en colère, en tant que parent, par exemple. Je suis en colère, je le sais, je le sens. Mon enfant me dit un truc, il aurait pu me dire n'importe quoi, ça m'énerve. Je sens que la colère monte, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je m'en vais. Réflexe d'urgence, respirer 2 profondes respirations pour réaligner cœur, corps, esprit. C'est physique la colère, ça nous monte au nez comme ça. Nous avons d'abord besoin, puisque nous sommes hors de nous, de revenir à l'intérieur de nous. C'est pas le moment de s'occuper de son enfant, ni de son collègue, ni de son conjoint. Quand on est en colère, d'abord le réflexe de survie et de citoyenneté est de dire je travaille ma colère par l'intérieur. Et là, vous allez me dire mais comment on fait ? Ça s'apprend, ça va pas tomber du jour au lendemain. La paix, ça s'apprend comme les maths ou le foot. On va pas être bon en maths ou en foot du jour au lendemain. Mais si régulièrement, quand on sent la colère monter, on s'installe avec elle, on respire d'abord pour s'apaiser physiquement et on écoute ce qui se passe en soi. Je suis en colère parce que j'aimerais un peu d'écoute. Je suis en colère parce que j'aimerais du respect. Je suis en colère parce que j'aimerais de l'aide. Je prends conscience de mes besoins. Eh bien, je vais former ma colère de façon audible pour l'autre. Mais vous voyez, évidemment, c'est pas un truc magique. Nous n'avons aucun truc magique. Tout ça est une discipline de vie. J'arrive avec les neurosciences. Il y a aussi, en fait, boire un verre d'eau. Boire un verre d'eau, ça réhydrate le cerveau, c'est un gros raccourci vulgarisé évidemment. Regardez ce qui est vert. Si vous avez une plante verte chez vous, regardez ce qui est vert. Ça ramène à la nature, ça apaise apparemment le cerveau. C'est à chacun à se tester, à voir qu'est-ce qui va le mieux fonctionner avec soi-même. Plutôt que d'essayer juste un seul truc et puis de se dire ça marche pas, peut-être qu'il y a autre chose qui fonctionnera avec moi. Le bénéfice, si on apprend à travailler ses colères comme ça, c'est qu'au début c'est un peu confus, on a du mal, mais petit à petit on discerne rapidement pourquoi on est en colère et on sait le dire d'une façon ou l'autre l'entend. Oui. Ça c'est vraiment un encouragement à pratiquer. Je vous propose de nous revoir. Parce que... Volontiers. Je souhaiterais que beaucoup plus d'émissions soient là comme ça pour que les gens sentent qu'il y a des outils. Là, on a parlé simplement du principe, mais de nombreux outils existent aujourd'hui qui permettent de mieux vivre les relations et ils ne sont pas encore connus du grand public. Ils sont de santé publique, ces outils. J'ai pas un conseil scientifique à donner, mais si votre enfant fait une crise dans un magasin, la première chose que vous devez faire, c'est vous moquer du regard des autres. Oui. Parce que ça, c'est la pression qui vient tout déclencher. À la limite, prendre votre enfant dans les bras, vous sortez 5 minutes, vous le calmez gentiment, et puis vous pouvoir faire vos courses après avec les trucs et astuces qu'on trouve, notamment en le faisant participer, en discutant avec lui, ce genre de choses. Mais donc déjà se libérer un peu de la pression du regard des autres. Tout à fait. La paix, ça s'apprend. C'est paru chez Actes Sud dans la collection Domaine du possible, Thomas d'Ansembourg, un livre que vous avez écrit avec David Van Reybrouck et Cindy Aplos avec Stop VO. On reprend des nouvelles et on se revoit bientôt pour en reparler. Merci à tous les deux. Merci. Merci.